Et à la fin de la vidéo, je t'explique c'est quoi qu'il y a de bien chez YFood, alors surtout tu t'en vas pas, qu'elle. La vidéo d'aujourd'hui a été écrite par Guillaume Chabal. Ok, on parle d'un du putaclic, mais authentique. Alors je vous mets du complot de l'armée, du FBI, du gore, des orgies et des ovnis. Ça va être génial. Imaginez-vous en extraterrestre à bord de votre soucoupe volante flambant neuve en route pour un voyage de quelques années-lumière vers la Terre. La route est longue et, faute de place, vous n'avez pour vous nourrir que des rations déshydratées et des barres protéinées. Tout à la contemplation des splendides nébuleuses gazeuses à votre droite, vous pensez déjà à la première chose que vous allez faire en arrivant à destination. Vous tapez un bon gros steak pour oublier le goût infâme des rations du vaisseau. Parce que si vous connaissez un peu l'ufologie et toute la mythologie qui tourne autour, vous savez probablement que les extraterrestres aiment le bœuf. Je sais pas vous, mais moi je l'aime saignant. Par contre, les extraterrestres, ils l'aiment meuglant. Là où je veux en venir, c'est que dans les histoires d'apparitions d'ovnis et autres rencontres du troisième type, notamment aux États-Unis, il est assez souvent question de mutilation de bétail. Et comme beaucoup d'autres histoires de ce genre, celle-ci nourrit l'imaginaire collectif. Comme ici, dans Mars Attacks de Tim Burton, sorti en 96, ou encore les visites des extraterrestres dans la série South Park. Et évidemment, je parle pas de la série X-Files qui y fait référence dans 2 épisodes. Et donc, les petits gris aiment s'en prendre au bétail quand les éleveurs ont le dos tourné. Mais d'où ça vient, ça? Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui mêle lumière dans le ciel, des milliers de veaux, vaches ou chevaux retrouvés mystérieusement mutilés dans les champs malgré la surveillance des ranchers, et l'omerta du gouvernement américain qui empêche le FBI d'enquêter malgré les demandes de sénateurs. Ouais, aujourd'hui, on attaque un gros morceau de l'ufologie. Remontons donc jusqu'aux années 60 aux États-Unis. On est alors en plein programme Apollo pour poser le premier homme sur la Lune en 1969. Les découvertes scientifiques s'enchaînent, le pays connaît une forte croissance économique et le taux de pauvreté est réduit de moitié sur la décennie. À l'extérieur, les USA sont en plein milieu de la guerre du Vietnam, qui mobilise chaque année de 300 à 500 000 soldats et une part énorme du budget. Cette guerre crée des tensions internes parce qu'elle coûte cher. Très cher même, en dollars comme en vie humaine. De là naissent des mouvements contestataires et des contre-cultures, dont le mouvement hippie. À côté de ces tensions arrivent aussi les mouvements féministes qui trouvent face à eux, aux surprises, à peu près toutes les églises imaginables. Ces mouvements sont accusés de désagréger la famille traditionnelle, aussi bien par les partis démocrates que républicains. Bah ouais, les bigots, ça milite fort et ça vote. Pour ajouter à ces tensions militaires et sociétales, les tensions raciales vont crescendo avec la mort en 65 de Malcolm X. Le mouvement Black Power apparaît 1 an plus tard. Des émeutes raciales se multiplient dans plus d'une centaine de villes chaque année jusqu'en 70 avec parfois l'intervention de l'armée. Tout ça, c'est pour l'intérieur des frontières. Mais à l'extérieur, il y a la guerre froide, la crainte d'une attaque nucléaire russe et une ambiance de suspicion généralisée issue du McCarthyisme qui voit des espions à la solde de l'URSS partout. Vous pensez qu'on a fait le tour? Eh ben non. Parce que si on rajoutait un début de panique autour du satanisme pour compléter le tableau. En effet, à la fin des années 60, c'est la fondation de l'église de Satan, la sortie de Rosemary's Baby au cinéma et des meurtres soi-disant sacrificiels sur ordre du tristement célèbre chef de secte Charles Manson. Et à côté de ces événements, somme toute ponctuels, arrive aussi la pop satanique avec des groupes comme Coven, Alice Cooper, Black Sabbath, Judas Priest, Kiss ou encore AC/DC. Aujourd'hui, ça vous semble peut-être gentillet et mainstream, mais au milieu des stars de l'époque comme les Beatles, Simon & Garfunkel, Marvin Gaye ou les Jackson 5, ça passe pas inaperçu. Autant vous dire que les mouvements fondamentalistes religieux et globalement puritains de tout poil
sont en PLS. Ils en rajoutent largement sur le plan médiatique à propos du déclin de la jeunesse, de la menace de Satan pour la société et le danger de sectes occultes prêtes à sacrifier femmes, enfants et petits chats à la première occasion. Ok, vous avez le tableau ? Une société qui change très vite, qui évolue, foisonnante de nouveaux mouvements et de réfractaires au changement, qui se construit au cœur des 30 Glorieuses. Aujourd'hui, on pourrait avoir une image assez romantique de cette décennie, mais à l'époque, les gens en menaient pas large. Je suis sûr que dans 30 ans, vous trouverez que les années 20, c'était pas si mal. Bon, il y a eu le Covid, ok. Et puis la guerre en Ukraine, ok. Mais c'était la bonne époque. Bref, gardez bien ce contexte en tête, il va avoir toute son importance. Allons maintenant dans l'Amérique rurale profonde et plus précisément parmi les éleveurs de bétail. Eux veulent juste faire leur boulot et élever leurs 100 millions de têtes pour fournir la nation en steak et burgers. Notre histoire commence en 1967 avec Snippy. Ou plutôt Lady, sa fille, comme on s'en apercevra plus tard. Mais bon, restons avec Snippy, c'est son nom qu'on trouve dans les archives. Snippy donc est une jument de 3 ans. Elle est sympa, c'est la coqueluche du ranch. Elle fait sa vie de jument à Alamosa dans le Colorado, gambadant joyeusement au milieu de la cambrousse locale. Mais ce soir du 7 septembre 1967, elle ne rentre pas à la ferme. 2 jours plus tard, Harry King, propriétaire du ranch du même nom où séjournait la jument, la retrouve à 400 mètres des bâtiments, en plein champ, morte et atrocement mutilée. King appelle alors les propriétaires de la jument, sa sœur et le mari de cette dernière, les Lewis, qui viennent constater l'horreur. Si le corps de Snippy est intact, la peau, les muscles et tendons de son encolure et de sa tête ont été retirés de façon nette et précise. Les os blanchis lors de la découverte du pauvre animal deviendront noirs une vingtaine de jours plus tard. Le shérif et les Lewis ne trouvent aucune trace de sang, ni au sol ni sur l'animal. En revanche, d'étranges et larges traces noires sont trouvées à proximité et seront décrites comme des marques d'échappement ou de brûlure. À la recherche d'indices, aucune trace de véhicule terrestre ou de plaies par des animaux sauvages ne sont constatées. Seule persiste sur les lieux une odeur d'essence ou de médicaments, d'après le témoignage de Madame Lewis. Celle-ci fait d'ailleurs venir sur les lieux Dwayne Martin, garde forestier, dont le compteur Geiger indiquera une radioactivité élevée sur la carcasse et les traces noires alentour. L'anecdote peut vous sembler étrange, mais oui, les gardes forestiers du coin avaient des compteurs Geiger. Pas pour le plaisir, mais à cause de l'usine à Rocky Flats, située à proximité et qui fabrique des armes nucléaires depuis presque une quinzaine d'années. Rappelez-vous, guerre froide, tout ça. Bon, mais tiens, une usine encore, pas de quoi s'affoler. Sauf pour les habitants du coin. Parce que le problème avec cette usine, c'est qu'il y a eu une décennie plus tôt, en 1957, un incendie qui a relâché dans la nature plus de 500 grammes de plutonium. Plutonium largement disséminé par les vents dans une très vaste zone, heureusement faiblement peuplée, mais peuplée quand même. Ah, et entre 64 et 67, ce sont des barils de déchets radioactifs stockés à l'extérieur des bâtiments qui se sont corrodés et ont lâché 19 000 litres d'huile contaminée dans les sols et dans l'eau. Et il y aura encore un incendie, 2 ans plus tard, toujours dans la même usine, et là aussi avec rejet de plutonium dans la nature. Donc, dans cet environnement, oui, se balader avec un compteur Geiger, c'est ok. Pour en revenir à notre pauvre jument et à sa propriétaire éplorée, notons un autre point étrange. Des buissons sont écrasés et plaqués au sol à proximité de Snippy, sans cause identifiée là non plus. Une dernière pièce de cet étrange puzzle est apportée par la mère de Harry King, Madame Agnès King, 87 ans. La retraitée affirme en effet aux enquêteurs avoir vu un grand objet passer au-dessus de la ferme la veille de la disparition de Snippy. D'autres témoignages de locaux parlent de lumières blanches et brillantes, parfois clignotantes rouges, vertes et bleues, aperçues durant cette période. Un animal en bonne santé, retrouvé mort et atrocement mutilé. Un site militaire nucléaire ultra sensible à proximité. Des lumières dans le ciel. Franchement, si ça fait pas un épisode de X-Files, je sais pas ce qu'il vous faut. Voilà donc à ce stade l'histoire de Snippy, attestée par l'enquête du shérif Ben Phillips
une commission d'études de l'Air Force, l'autopsie du docteur Robert Adams, vétérinaire de l'Université du Colorado, et d'un second vétérinaire indépendant, le docteur Wallace Leary. Aussi étrange qu'il soit, ce cas n'en reste alors pas moins isolé. Mais ça va pas durer. Après cette première affaire en 67 et jusqu'au début des années 70, des cas de mutilation bovine vont apparaître sporadiquement dans plusieurs États du centre des États-Unis. Bon, mais d'abord, si vous êtes toujours là, puis-je vous faire la suggestion de vous abonner? Des vidéos comme celle-ci, j'en ai d'autres en stock, alors si elle vous plaît, lâchez un petit clic sur le bouton rouge pour pas rater les prochaines. Je disais donc, les mutilations de bétail se multiplient. Alors que parfois distantes de centaines de kilomètres, toutes présentent les mêmes caractéristiques. Des animaux, jusqu'alors en pleine forme, sont retrouvés morts, sans qu'on puisse en déterminer la cause. Mais surtout, il leur manque systématiquement l'oreille et l'œil gauche, les naseaux et les lèvres, les parties génitales, les mamelles ainsi que l'anus. Et tout ça leur est retiré de façon chirurgicale, donc il ne s'agit pas de prélèvement de charognard. Autre élément inexplicable s'il était besoin d'en rajouter, les animaux sont exsangues. On les a vidés de leur sang. Ça fait 50 à 60 litres pour une vache, et ce sang n'est pas répandu sur le sol alentour, il a juste disparu. Et autour de ces macabres spectacles, on ne trouve pas de traces, ou du moins rien qui ne puisse attester du passage d'un quelconque véhicule, par exemple. On peut alors imaginer plein d'explications. Des morts naturelles mal identifiées, des légendes urbaines ou des cas montés en épingle par des journalistes qui ne connaissent pas grand-chose à la campagne. Sauf qu'à partir des années 70, les cas ne vont pas se multiplier. Ils vont exploser. La première vague touche les États du Kansas, du Nebraska, du Colorado et du Nouveau-Mexique. Par exemple, à l'été 73 au Kansas, une génisse de 300 kg est retrouvée morte et mutilée, le shérif confirmant que sa mort n'était pas due à des prédateurs. 4 jours plus tard et 30 km plus loin, la même chose se reproduit. Les forces de l'ordre pensent d'abord qu'il s'agit d'un règlement de compte entre ranchers concurrents, mais la piste se tarit bien vite. Elles cherchent alors à savoir si quelqu'un d'autre aurait pu leur en vouloir, mais là encore, ça ne donne rien. On envisage alors que quelqu'un aurait pu vouloir se procurer de la viande discrètement et gratuitement, mais des naseaux, une oreille et des mamelles. D'autant que la viande gratos, ok, mais débiter une bête de 300 kilos en pleine nuit en plein champ, sans matos de boucher, tout ça pour repartir avec une oreille et un trou du cul. Reste donc une dernière possibilité. Les actes de cruauté gratuits. L'histoire aurait pu en rester là, mais à la fin de l'année, ce sont plus de 40 cas qui seront rapportés aux autorités, y compris par le sénateur Ross Doyen, qui déplore une mutilation dans son propre ranch. Celui-ci déclarera même, quoi que soit responsable de ces mutilations, l'ablation systématique d'une oreille et sa signature. 40 cas, 40 fois le même scénario. Des bêtes en bonne santé, mortes sans raison apparente et présentant les mêmes mutilations. Ablation d'une oreille, des organes génitaux, museau. Début 74, c'est le Nebraska qui est touché. Puis le Dakota du Sud, le Kansas, l'Iowa et le Minnesota, cumulant près de 150 cas. Quelques dizaines ou une centaine de cas par-ci par-là, vous pensez peut-être qu'au fond ce n'est pas si grave et que les fermiers s'inquiétaient pour pas grand-chose. Pour vous donner une idée de l'ampleur du phénomène, ce sont au total plus de 10 000 bovins et chevaux qui trouveront la mort sur une surface couvrant plus du tiers du territoire américain. C'est donc un événement de grande ampleur et autant dire que l'acte de cruauté gratuite ne tient plus. Comme vous vous en doutez, en pareil cas, les autorités locales réagissent. Des réunions sont organisées, des primes de 500 $, plus de 4 000 € aujourd'hui, sont offertes par les shérifs ou les éleveurs à quiconque apporterait des informations. Pourtant, les cas se multiplient et la police est dépassée. Les éleveurs inquiets organisent des surveillances et des patrouilles armées nocturnes pour tenter de protéger leurs troupeaux, sans aucun résultat. Alors si c'est pas des éleveurs concurrents, ni des bêtes sauvages, ni l'acte isolé d'un déséquilibré, beaucoup se disent qu'il est peut-être temps de lever les yeux au ciel. Comme le sénateur Harrison Schmitt. Cet ex-astronaute sur Apollo 17 a été le premier scientifique à être envoyé en mission lunaire. Il y a notamment effectué 3 missions extravéhiculaires, autant dire qu'il a une petite expérience de ce qui se passe dans l'espace.
Il déclarera lors d'une conférence sur les mutilations « Soit nous avons une situation d'OVNI, soit nous avons une conspiration massive. » Massive et sacrément bien financée. La rumeur courait déjà parmi les éleveurs et les habitants de ces villes isolées, mais à présent ce sont des représentants officiels qui posent l'option sur la table. Invasion alien ou opération soviétique? Qui ose attaquer les puissants États-Unis? Les petits hommes verts? L'armée rouge? Eh ben, Gabe Valdez, fille d'une famille d'éleveurs et shérif vétéran de l'État du Nouveau-Mexique qui a enquêté sur plus de 30 cas, semble avoir son idée. Partout où nous avons eu une mutilation, nous avons également eu des observations d'OVNI. Portée par des représentants de l'autorité, la thèse extraterrestre se répand de plus en plus, accréditée par des témoignages de tribus des Premières Nations. Celles-ci vivent dans leurs réserves, isolées du reste du pays, et donc des éventuelles rumeurs qui pourraient s'y propager. Pourtant, le docteur Henry Monteith, un ingénieur physicien des laboratoires Sandia qui s'occupe de projets gouvernementaux secrets, a révélé que ces tribus étaient terrifiées par ces mutilations. Enquêtant auprès d'eux depuis que les cas ont commencé, le docteur recueille des témoignages parlant de vaisseaux spatiaux qui atterrissent et débarquent des gens des étoiles, qui chassent les animaux et les ramènent à leur engin. Il ajoute « Ils ne disent rien à ce sujet parce que c'est fait par des gens des étoiles qui savent pourquoi ils le font. Ça ne nous concerne pas, donc nous devrions laisser tomber. » Et je vous fais pas la liste des ufologues de tout poil qui accréditent cette thèse avec autant de preuves qu'il y a de cheveux sur la tête de Gontran Rache. Mais revenons aux déclarations de Harrison Schmitt, l'astronaute d'Apollo, qui évoquait aussi une possible conspiration. Si à l'époque, complot rimait avec communisme, une autre théorie émerge qui expliquerait à la fois les mutilations et les mystérieuses lumières observées. Et si au lieu d'un ennemi extérieur, le danger venait de l'intérieur? Et plus précisément de l'armée des États-Unis elle-même. En effet, si à partir de 1970, les cas de mutilation inexpliqués explosent, ils arrivent après quelques événements que les militaires auraient bien aimé passer sous silence. Rejoignons pour en parler le shérif Fay Gillett du comté de Tooele, en ce beau mais frais matin du 14 mars 1968. Alors qu'il prend tranquillement son café, il est appelé par un éleveur qui lui demande de venir pour une histoire de mouton mort. Bon, ok, en campagne, un mouton mort, ça arrive. 2, éventuellement, si les coyotes ont faim. On sort de l'hiver et la neige recouvre encore en partie la région. Pas de quoi s'alarmer, mais étant au service des habitants, notre brave shérif se rend sur place. Arrivé au milieu des prairies, ce ne sont pas 1, ni 2 ou 3 moutons morts que trouve le shérif, mais 5 000. Des milliers de bêtes, la veille encore en pleine santé, gisent à présent raides mortes dans une prairie où règne un froid et un silence angoissant. Une mer d'animaux morts, comme le décrira un journal local, découverte dans la bien nommée Skull Valley, ou la vallée du crâne. Herbes empoisonnées, pesticides, impacts de foudre, rôdes douces par sec, actes de malveillance, vagues de froid, toutes les pistes, même les plus improbables, sont envisagées, mais aucune n'explique même en partie un tel carnage. Pas de plaies ni de traces de lutte, aucune trace de véhicule ou d'un événement particulier dans le comté. Avec ces seuls éléments et sans autre hypothèse même vaguement crédible, même les plus sceptiques d'entre vous pourraient commencer à penser que des aliens ont voulu se faire un méchoui géant. Enfin, sauf ceux qui ont vu la vidéo sur la particule Oh My God. Car les habitants du comté de Tooele, eux, ne lèvent pas les yeux au ciel, ils les tournent plutôt vers le Dugway Proving Ground. Il s'agit alors de la plus grande base de l'armée américaine pour les essais d'armes chimiques et biologiques, située à seulement 40 km du lieu du drame. Alors que d'autres animaux sont peu à peu découverts aux alentours, alourdissant encore le bilan de cette catastrophe, les autorités locales vont interroger le porte-parole de la base militaire pour lui demander si, par hasard, leurs équipes n'auraient pas fait quelques heures sup ces derniers jours. Mais non. La base indique qu'aucun test de quelque nature que ce soit n'a été effectué. Bon, faut bien comprendre aussi que sur tout ce qui touche à la recherche militaire et aux armes chimiques en pleine guerre du Vietnam, les militaires se font discrets. Parce que bon, agent orange, et puis napalm. Cependant, le 21 mars, soit une semaine seulement après ce désastre et les dénégations de la base de Dugway, un document du Pentagone est rendu public. Des essais d'armes chimiques ont bel et bien été effectués le 13 mars, soit la veille de la découverte du troupeau mort.
Il s'avère que ce jour-là, ce sont plus de 1200 litres d'un gaz neurotoxique, le VX, qui ont été pulvérisés par avion à proximité de la base pour des tests d'armes au sol. 1200 litres d'un gaz inodore, dont 10 mg suffisent à tuer un homme par paralysie des muscles respiratoires. 1200 litres d'un gaz mortel lâché par avion à quelques kilomètres des 20 000 habitants du comté de Twell. Les militaires diront plus tard que le gaz a été relâché par accident à beaucoup plus haute altitude que ce qui était prévu initialement, étalant le nuage toxique sur une zone bien plus large que celle prévue d'origine. Dans la famille, faites-nous confiance, on gère. Il y a aussi eu ces essais souterrains d'explosion atomique au Nouveau-Mexique entre 1967 et 1973. Le but était de voir s'il était possible de s'en servir pour fracturer la roche et faciliter l'extraction de gaz. Je vous la fais courte, ce fut un échec et les zones restent dangereusement radioactives des décennies après la fin des tests. Est-ce que quelques radionucléides ou un peu de tritium suite à l'effondrement des calderas ont pu être disséminés aux alentours? Officiellement non. Mais pour les habitants du coin, tout événement étrange affectant le bétail était dès lors lié à ces essais. Entre du gaz mortel lâché en pleine nature, des expériences nucléaires non concluantes et les accidents à répétition dans l'usine d'armes atomiques dont on parlait en début de vidéo, je pense qu'on peut qualifier les mesures de sécurité de l'époque de légères. À peu près aussi légères que la confiance des habitants en la parole des autorités de l'armée. Mais revenons-en à nos moutons. Sachant que l'armée en avait tué par erreur plus de 5000 en testant son agent neurotoxique, lui mettre sur le dos d'autres morts mystérieuses d'animaux et attribuer les mutilations à des prélèvements pour analyse est une idée pas si délirante, qui du coup fait son chemin. Cependant, bien que séduisante, cette hypothèse se heurte à l'étendue géographique du phénomène et au fait que ce ne sont pas des troupeaux entiers qui sont touchés, mais seulement quelques bêtes. Dépassés par les événements et sans preuve, piste ou témoin fiable, les autorités locales se tournent vite vers les agences fédérales. Ainsi, le sénateur Ross Doyen, qui avait constaté dans son ranch la mort et la mutilation de ces bêtes, adressera plusieurs demandes officielles d'enquête au FBI. De nombreux autres sénateurs des États touchés solliciteront aussi l'agence tout au long de ces années. Mais le FBI refuse, systématiquement, d'enquêter. Et au milieu de toute cette confusion, la voix d'un homme va commencer à se faire entendre. Un homme qui dit savoir qui, plutôt quelle entité, est à l'origine de ces mutilations. Il prévient même que ces événements vont se multiplier et ne sont que le prélude à des actes bien plus horribles. Il dit même avoir des preuves. Mais parce qu'il sait, il demande d'abord à être protégé, craignant pour sa vie. Cet homme, c'est Albert Kenneth Bankston. Posons pisse, c'est simple. La vidéo d'aujourd'hui, elle est réclamisée par YFood. So, normalement, YFood, tu connais parce que t'en étais à parler, gel. C'est pour quand que t'as pas le temps de manger correctement. Alors, à la place que tu manges du 6S ou un sandwich triangle à 22 000 milliards d'euros, tu emmènes une bouteille de YFood et tu manges ça quand est-ce que t'as faim. Dans le temps de la bouteille, t'as un quart de tout qu'est-ce qu'il faut manger dans une journée. Donc t'as juste ta carte et ta bouteille YFood dans ton sac, même que tu peux la carter sans la mettre au frigo, et hop là. Alors moi je trouve que c'est quand même plus meilleur si c'était au frigo avant, mais t'es pas obligé, qu'elle. Sauf qu'il y a des gens, pour eux, la bouteille YFood ça va pas bien. Il y a ceux qui disent dans les commentaires que le plus beaucoup du poids de la bouteille c'est quand même de l'eau. Alors il y a des gens, ils disent que c'est chiant de faire livrer un colis où ce que dedans il y a plein d'eau parce que ça fait du poids pour rien. Ensuite il y a aussi les gens qui disent qu'ils ont un petit sac ou mal au dos et qu'ils ont pas la place pour la bouteille, que ça fait quand même un demi-litre et un demi-kilo. Et même encore plus pire, il y a ceux qui disent qu'ils peuvent pas l'emmener dans l'avion parce que ça fait plus que 100 ml et dès que quelque chose il fait plus que 100 ml, le monsieur de la sécurité il croit que c'est une bombe et il le jette à la poubelle. Donc comment qu'on fait ? Pour ceux qui trouvent que c'est dommage de commenter de l'eau, qu'ils ont un petit sac ou mal au dos pour emmener le YFood ou qu'ils veulent du YFood dans l'avion, il existe aussi les poutres. Les poutres YFood, c'est une poutre que tu peux l'emmener dans l'avion et que t'es pas obligé de la casser dans ton cul et que même que le sien du monsieur de la sécurité il va pas aboyer dessus parce que c'est pas de la drogue. C'est pelé. Les poutres YFood c'est tout pareil que les boissons sauf que c'est lyophilisé. Et le lyophilisement c'est le meilleur moyen de carter la nourriture qui existe. C'est même mieux que le congélateur.
Tout qu'est-ce qu'il faut faire, c'est remettre de l'eau, secouer, ou hop là, t'as un YFood tout pareil. Et c'est aussi le plus moins cher, c'est YFood, parce que tu achètes ta poudre en gros paquet de 1 kg ou ce que tu peux faire 12 boissons avec. Et si jamais t'es pas sûr que tu aimes et que tu as peur d'acheter un gros paquet tout de suite, YFood, ils font aussi tes packs découvertes avec les poutres. Et dedans, il y a un peu tous les goûts qui existent et comme ça tu essayes. Moi je suis sûr que le dealer de drogue, il fait pas pareil avec ses poudres à lui. C'est peleux. Et tu imagines, le dealer il te dit, mais frère, tiens, c'est le pack découverte méthamphétamine, speed ou une cocaïne. Et mais arrête de mettre de l'eau dedans, tu t'ourfègles. C'est bon, je crois qu'on a compris. Alors si tu vas sur le lien qui est dans la description ou que tu utilises le code Astrono YouTube, est 10% de réduction sur tout qu'est-ce que tu achètes. Enfin sauf si tu vas chez le dealer acheter de la drogue, hein, là pas ça marche pas. C'est peleux. Donc tu oublies pas, le lien il est dans la description. Hop là, la réclame elle est finie. Alors maintenant tu peux t'abonner à Astrono Geek et regarder une autre vidéo. Tchuss.